Bonsoir, chers Ok. tous. Aujourd'hui, nous avons Monsieur Chao Esowero qui va nous introduire les bases du quantum computing et la programmation quantique. Voilà. Donc, sans plus tarder, il est déjà en retard, donc nous allons lui laisser la parole de nous faire sa présentation. Monsieur Chao Esowero, vous avez la parole là. Merci. Bonsoir à tous. Heureux de vous revoir encore dans une nouvelle présentation. Donc, j'avais déjà fait une présentation. Moi, c'est Esoro Chao, comme l'a dit Ezekiel. Donc, ce soir, j'ai voulu qu'on partage ensemble, euh, pas une introduction, mais l'introduction d'une introduction. Donc, c'est vraiment les trucs basiques sur la mécanique quantique, les ordinateurs quantiques, la programmation quantique. C'est un sujet fascinant et ça prend vraiment de l'ampleur. Et tout récemment aussi, on a eu prix Nobel. Et j'aime tellement ce sujet et j'ai voulu qu'on partage ça ce soir. Alors, euh, en outline, je vais faire une introduction un peu de la mécanique quantique. Après, je vais parler de l'historique, comment ça s'est passé et comment c'est né la mécanique quantique. Après, nous allons voir quelques définitions euh, parce que la mécanique quantique, c'est un domaine. Maintenant, quel est le langage qu'on parle là-bas? C'est vrai, ça, ce serait vraiment des rappels parce qu'on a déjà eu à parler de ça. Aussi, j'aimerais ajouter un truc. Je ne sais pas si tout le monde aime vraiment la mécanique quantique, si les gens sont passionnés et tout ça. Donc, j'ai beaucoup fait la présentation un peu de la littérature, pas trop de formules, et j'ai supprimé carrément les parties matrices. Les parties matricielles, j'ai supprimé, mais là où je ne peux pas trop m'en passer de mettre les brackets et quêtes, donc j'ai mis. Donc, par la suite, peut-être dans les questions ou après, si quelqu'un aimerait chaque slide, les représentations matricielles, je vais ajouter. Je n'ai pas voulu mettre ça pour essayer de décourager ceux qui ne sont pas trop intéressés par la mécanique quantique. Donc, on était parti définition. Après, maintenant, on va parler de quantum gate, les portes quantiques. Bon, vu qu'on aura parlé de ça, je ne vais pas trop. Et ici, ce n'est pas une conclusion, mais c'est une conclusion partielle. Et cette conclusion ne sera pas la conclusion, par exemple, de ce que j'ai présenté, mais une conclusion en général de où nous en sommes de la mécanique quantique. Parce que ça peut faire l'objet d'une première partie d'une présentation et par intérêt et les motivations, si les gens veulent, on peut faire la deuxième partie où on va aller encore beaucoup plus en profondeur. Et les bases, ici, étant physicien, le monde allait bien. Avant la mécanique quantique, on voyait les choses en grand, comme nous les rêvons. On voit par exemple un ballon, il est grand, et donc on pense quand on joue le ballon, on sait, on a sa position, on a sa vitesse, etc. Bon, tout allait bien et cela s'appliquait. Et d'où la jolie pomme, la pomme qui a causé problème dans le jardin, la jolie pomme de Newton où il a utilisé pour essayer de... Elle n'est pas seulement une pomme, mais une pomme bien remplie de formules. S'il vous plaît, vous voyez entièrement l'écran, par exemple, la deuxième pomme remplie de formules, vous la voyez entièrement ou bien quelque chose a caché ça? Oui, on voit tout. OK, donc c'est bon. Donc, c'est une pomme remplie de formules que nous tous on connaît, les lois de Newton, qui sont appuyées par Maxwell. On ne peut pas faire de la physique sans passer des équations de Maxwell. Et après, non seulement Maxwell était venu
pour essayer de vérifier certains trucs que ils n'étaient pas trop d'accord. Il y a Einstein qui est venu avec son histoire de relativité où vraiment euh, le monde de la physique se disait que non, 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 c'est un peu compliqué de comprendre la physique. Il ne savait pas que tout ceci, euh, ce n'était qu'une partie d'un petit problème. Donc, quelques années plus tard maintenant, la mécanique quantique est venue. Pourquoi elle est apparue? Parce qu'on a remarqué que, bon, ici, on étudiait une pomme, elle est grande, elle a une masse, donc forcément, quand on la laisse, elle tombe, et puis on se jette dessus, on pense de la position, la vitesse et tout. Maintenant, bah, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prend une très petite particule qu'on ne voit pas? Donc, on voit que eh, on ne peut pas parler maintenant de la position et de la vitesse en même temps. Donc, d'où ça devient un jeu de probabilité. On commence par deviner. Donc, ils ont commencé par deviner. Et donc, d'où la naissance de la mécanique quantique. Donc, en résumé, la mécanique quantique sur ce slide veut simplement dire que on ne parle pas de la mécanique quantique des particules, des grosses particules, mais ici c'est à des petites particules dont on ne connaît pas exactement la position et la vitesse. OK, maintenant l'histoire. Ce diagramme, il a été un peu euh, actualisé en 2020. 23, 24 comme ça. Celui-ci, il s'arrête en 2022. Et il y a certaines dates, c'est approximativement, ce ne sont pas vraiment euh, à des dates fixes. OK, en 1900, il y avait Planck qui avait euh, déjà certaines idées de la mécanique quantique où il émettait des hypothèses. Bon, ça, on en passe. Et en 1935, on a ici le E. Attends, je vais mettre la souris. Il est où lui? OK. Bon, en 1935, on a EPR. EPR pour dire que Einstein, Podolsky et Rosen, euh, ils ont. Bon, quand Planck parlait de la mécanique quantique, où il avait introduit la quantification d'énergie pour expliquer les trucs de corps noir, etc. Après, Einstein et son groupe, ils sont venus et ils ont confirmé que la mécanique quantique a vraiment euh, des insuffisances. Comment ils ont fait? En prenant deux particules, ils ont vu que, bon, je vais utiliser un mot que je vais expliquer plus tard, mais on avait un peu parlé de ça, de particules intriquées. Donc, on mesure une information ici et on essaie de voir si l'information là, ça change exactement de ce qu'on veut de l'autre côté. Et après, ils arrivent à se rendre compte que il y a des variables cachées derrière ça qu'on ne voit pas et on n'arrive pas à expliquer aussi. Et ils se sont arrêtés là. 29 ans plus tard, il y a Bells qui est venu et lui, il a pris deux particules où on peut les assimiler comme Alice et Bob et il a essayé de jouer sur la polarisation et il a fait des mesures. Et à la fin, il trouve qu'effectivement, il y a des variables cachées, mais lui, il se dit que il y a une inégalité. C'est là, on parle de l'inégalité de Bells, où il y a une formule là, formule mathématique, où il était arrivé à conclure que 1 moins sinus de θ était inférieur ou égal à cosinus de θ. Bon, je n'ai pas mis le diagramme afin de simplifier les choses. Euh, et il a tracé ça. Maintenant, quand il a tracé, lui-même, il s'est rendu compte que il y a eu une partie où cette inégalité-là a été violée. Ça ne vérifie pas. Donc, le problème n'est pas résolu. Et après,
de jusqu'à 1981, il y a des réflexions là-dessus. Alors, une chose très importante à ajouter, euh, nous avions eu la chance de voir un chercheur, Alain Aspect, ici à l'UTT, qui a travaillé sur ça. C'est un chercheur français au niveau de Paris-Saclay. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pu démontrer expérimentalement qu'il y avait une inégalité. Donc, il a confirmé expérimentalement l'inégalité de Bells. Il a fait trois expériences bien différentes. Et on a eu la chance de le voir ici. Il était venu lors du congrès général de la Société française de physique qui s'était passé cette année à l'UTT. OK. Maintenant, donc quand ça fait comme ça a commencé par susciter des réflexions et des réflexions où en 1981, bon, ça ici dans certains documents, vous allez voir que c'est en 1982 où Feynman dit que on peut faire de l'information quantique, on peut faire des ordinateurs quantiques. Pourquoi? Parce que on a remarqué qu'avec des variables, euh, comparé aux ordinateurs qui existaient, il y aura, euh, les ordinateurs quantiques vont traiter beaucoup plus vite les informations. Pourquoi? Ça, on verra ça dans la suite. Bon, maintenant, je vais essayer d'aller un peu plus tôt. Et donc, il y a des réflexions qui ont continué là-dessus jusqu'à en 1984, on a eu la cryptographie quantique. Après, on a l'algorithme de Shor où euh, on a commencé déjà par écrire certains types d'algorithmes jusqu'à 1995 où on a écrit un algorithme qui arrive à corriger une erreur. Simplement comme ça, un petit algorithme qui arrive à corriger une erreur. Et dans les années 2000, on a eu la première information quantique. La première information quantique, mais là-bas, on utilisait les atomes piégés. On va voir ça aussi. Parce qu'il y a différentes choses qu'on peut prendre pour parler de mécanique quantique, notamment les qubits. Bon, ça, je peux expliquer ça parce que je n'ai pas mis un slide qui explique les qubits. J'ai supposé que c'est une chose. Des, des, des bits, quand on prend bit, c'est comme on prend 0 et 1. Un bit, on peut l'attribuer à une valeur 0 ou valeur 1. Un qubit, lui, il est à la fois 0 ou 1. Donc, c'est quelque chose de ce genre. Et les choses continuaient jusqu'à l'année 2001. Année 2001, il y a des chercheurs au niveau de l'université de Stanford. Ils ont utilisé 7 qubits pour essayer de faire une factorisation. Et la factorisation qu'ils ont pu faire, c'est de montrer que 15 égale à 3 fois 5, mais en utilisant bien sûr l'information quantique. Et les choses ont évolué jusqu'à, par exemple, en 2019, Google affirme l'utilisation de la mécanique quantique, de l'ordinateur quantique. Ça devient intéressant. Alors, pourquoi, par exemple, on peut parler de Google ici? Parce que, imagine, un phénomène se passe et tu tapes sur Google, tu vois l'information, tu vois la certitude de l'information. Donc, ça attire l'attention de beaucoup de personnes. Ils vont s'intéresser. Donc, ce n'est pas tout journal, par exemple, qui accepte toute information. Donc, en 2019, vous voyez que c'est vraiment récent. Il y a Google qui accepte et ils ont utilisé même des ordinateurs quantiques. Bon, jusque-là, on est en train de supposer seulement. Quand on dit ordinateur quantique, c'est un abus de langage, c'est un sous-couvert, mais c'est des programmations en quelque sorte avec les qubits. Sinon, jusqu'à présent, jusqu'à l'instant T, on n'a pas encore un ordinateur entièrement quantique. OK. Donc, de là jusqu'à maintenant, il y a des réflexions qui se tiennent là-dessus. Donc, ça, c'est un peu l'historique de la mécanique quantique. Alors, la première chose que je vais attirer l'attention, c'est il y a une différence entre la programmation classique qui utilise
des bits 0, 1 et la programmation quantique. La programmation classique, là-bas, c'est 0 ou 1. Par exemple, on prend un photon vient, on lui donne la valeur 0, un autre photon vient, on lui donne la valeur 1. Comme vous voyez ici, ça là. Donc, on écrit 0, 1, 1, 1, 1, 0, on fait des combinaisons et puis on écrit des informations. Alors, lors de la vulgarisation de la science, ici à l'UTT et de la fête de la science, j'ai eu même à présenter, à utiliser un logiciel qui permet de coder classiquement avec 0, 1 là et écrire L2N. Donc, par exemple, quand vous voyez ici, on a le haut là 1, le bas là 0, on peut utiliser cette combinaison comme ça, coder une information. Mais tout ça là, c'est vraiment limité. C'est vraiment limité, genre, en termes de combinaison et tout. C'est là que Feynman dit que, bon, on peut, on peut faire un ordinateur quantique, ça, comme je l'ai expliqué euh, dans l'historique, ça c'est en 1982, il a dit que, bon, on peut, réfléchissons à faire un ordinateur quantique. Et là, c'est c'est là les notions de qubits, parce que en classique, on parle de 0, 1, qui ne sont que des bits. Maintenant, en quantique, maintenant, on parle de qubits. Donc, ça peut être à la fois 0 ou à la fois 1. Donc, les doutes et les probabilités sont affichés. Et en ce qui concerne la grande différence entre classique et quantique, c'est que classique, on parle uniquement de 0, 1. Maintenant, quantique, maintenant, il y a ces 4 mots qui interviennent. La superposition, l'intrication, la mesure et la décohérence. Voilà. Ça, on a eu à parler un peu de ça, mais bon, je vais essayer de passer euh, quelques coups sur ça parce que pour comprendre la programmation quantique, on ne peut pas s'échapper de ça. Alors, maintenant, l'intrication. L'intrication, c'est le fait de prendre deux particules. Tu essaies de les relier au départ. Et maintenant, que tu les sépares et quelle que soit la distance qui va séparer ces particules, elles vont toujours garder cette connexion. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intrication. Donc par exemple, comparé à la mécanique classique où on a 0 et 1, soit c'est 0, soit c'est 1, c'est fini. On ne peut plus rien faire avec. Mais maintenant, si on dit qu'on peut faire un état où ça peut être parfois où ça, 0, ça peut être parfois 1, ça veut dire que ça, on a encore une possibilité d'écrire quelque chose et de réduire l'espace. Alors, ici, le deuxième mot, c'est la mesure, mais j'ai mis un sous couvert de la superposition parce que la dernière fois, on avait expliqué ça. La superposition, c'est un état où on ne sait pas, c'est l'état de doute. On ne sait pas si c'est, par exemple, 0 ou 1. On ne sait pas si c'est éteint ou allumé. Donc, c'est un état de doute. Par exemple, ici, quand on prend les chats de Schrödinger, dans cet état comme ça, ils sont en état de superposition. On ne sait pas, il y a une partie qui peut dire que le chat est vivant et il y a une partie qui peut dire que le chat est mort. Donc ça, c'est-à-dire qu'on prend le chat, on l'enferme ici, presque tout le monde connaît l'histoire, où on met du poison. Donc on sait que si le chat ouvre la porte, ça veut dire que forcément il va casser le poison et il est mort. Maintenant, tant que tu n'as pas ouvert, tu ne sais pas si il est mort ou vivant. Donc le fait d'être dans cet état, tu es en état de superposition. Maintenant, la mesure, maintenant, lui, il vient pour lever le doute de superposition. Donc, après la mesure, maintenant, tu vas voir que soit le chat est vivant, soit le chat est mort. Terminé. Il n'y a pas un chat mort vivant ou bien vivant mort. Donc, ça, c'est la mesure. Donc, jusque-là, je vous ai parlé de l'intrication, de la mesure et de la superposition. Maintenant, on passe au dernier mot qui peut peut-être être nouveau qu'on n'a pas
trop parlé de ça ici lors de nos présentations, c'est la décohérence. Qu'est-ce que la décohérence? On voit que quand on prend une particule quantique, normalement, quand elle est isolée et elle est bien isolée, elle ne doit pas perdre l'information quantique. Quand une particule est bien isolée, elle ne doit pas perdre l'information quantique. Mais on voit que avec les particules, un photon qui est entouré de l'air et tout, avec l'interaction avec l'air et tout, à certains moments donnés, il peut perdre l'information. Donc, il faut vraiment de la cohérence entre les particules qu'on génère, les particules qu'on utilise pour faire de la mécanique quantique. Et ce tableau, ça, je l'ai pris de ce site-là. Bon, chez moi, c'est caché, mais vous avez dit que vous voyez entièrement l'écran. Je crois qu'il est quelque part par ici. Où ils ont parlé de la décohérence des particules. Et une chose à savoir, pour faire un bon ordinateur quantique, il faut trouver. Bon, il y a beaucoup de choses qui se jouent là-dessus, mais la chose, c'est il faut trouver ce que tu vas prendre pour faire de l'information avec. Par exemple, si tu veux prendre un spin nucléaire pour faire de l'information, c'est possible. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le taux de décohérence, le temps que cette particule-là peut faire avec l'information quantique que tu lui as donnée. Donc, ça, c'est lui ici. Et ils ont fait un tableau de comparaison où on a l'électron aussi. Euh, on fait aussi les atomes piégés. Vous vous rappelez sur un des slides passés, je disais qu'ils ont utilisé l'atome piégé pour faire de la mécanique quantique. Et il y a aussi les électrons, il y a aussi les quantum dots. Et il y a les photons qu'on utilise aussi pour faire de l'information quantique. Donc ça, c'est un tableau où j'ai mis la référence ici, où ils ont fait cette comparaison qui est très, très intéressante. Donc, on voit que normalement, c'est les spins nucléaires qui sont normalement bien placés pour qu'on puisse faire de la mécanique quantique avec ça. Mais bon, pourquoi on ne l'utilise pas? Ça, c'est aussi des détails qu'on peut voir plus tard si vous êtes intéressé. Alors, tout ça, c'était que, oui, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire de l'information quantique, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Maintenant, on revient un peu. Pour, je ne sais pas si nous tous, on a quitté l'UL. Quand on voit ces portes-là, on se rappelle directement d'un prof, Jobo. Donc, ça, c'est classiquement où on parle de quand on a 0 et 1, on utilise les portes et les portes ou les portes non et, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on utilisait pour faire de l'information. Alors, je ne vais pas trop rester là-dessus, à moins que si après quelqu'un voudrait qu'on explique ça, ce que c'est que et, ce que c'est que ou, on peut aussi en parler. Maintenant, pour la mécanique quantique, je bouge celui-ci. Pour la mécanique quantique maintenant, ce n'est plus les portes ou les portes et, etc. Mais il y a beaucoup de portes que j'ai mis les basiques, vraiment des portes basiques, où on a par exemple la porte de Pauli X. Qu'est-ce que cette porte-là fait? Elle prend un état. Cette porte-là, elle est capable de prendre. Elle est capable de prendre un état 0 et le transformer en état 1. Ou prendre un état 1 et le transformer en état 0. Pour l'instant, ça peut paraître peut-être clair pour d'autres, mais quand on va avancer un peu, ça va être beaucoup plus clair. Maintenant, il y a la porte Y. Elle autre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'état 0 et, je répète, c'est le mot pouvoir. Elle peut prendre l'état 0 et le mettre en l'état I1. Pas forcément, pas 1, mais I fois 1. Ou elle peut prendre l'état 1, quand c'est l'état 1, le transformer en état moins I0.
Alors, tout ça là, j'ai mis aussi des trucs matriciels, mais je n'ai pas voulu trop appuyer parce que, bon, je ne sais pas si les gens vous seraient intéressés ou pas. Mais si vous voulez, après, on peut expliquer encore beaucoup mieux. Donc, tout ce qu'il faut retenir, c'est que tu peux mettre un état et puis tu mets la porte X et puis tu mets tes conditions. Donc, quand un photon arrive, il voit la porte X. Ça dépend de conditions que tu l'as mis. J'ai mis un exemple d'ailleurs. En fonction de cette condition, il va transformer 0 en 1 et laisser 1. Ou bien il va transformer 1 en 0 et laisser 0, etc., etc. Donc, c'est la même chose pour la porte Z. Maintenant, pour la porte Z, lui, l'état 0, il ne le touche pas, mais l'état 1, il l'amène à -1. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup et des milliers de combinaisons qu'on peut faire. Maintenant, à quoi ça nous sert? J'ai une barre qui me dérange un peu. OK. À quoi ça nous sert? Ça, maintenant, ça, c'est une porte quantique qu'on peut contrôler. Donc, ici, on prend un état 0. Ici, on voit l'état Q0 et on voit l'état Q1. Donc, contrairement à l'état classique où, si par exemple, on a ici 1, ici, on a soit 1 ou 0, ici, maintenant, avec l'état Q0, si on met par exemple la porte X ici, on peut lui dire que si tu vois 1 ici, transforme-le en 0, transforme Q2 en 0 et il va le faire. Donc ça veut dire qu'on a la possibilité de contrôler deux choses à la fois. D'une façon plus claire, il y a une porte contrôlée qu'on appelle CNOT, CNOT gate. Donc ça, c'est lui ici. Donc on prend un état, on le fixe à 0 et puis il sort à 0. Maintenant, on prend ici l'état Q2. On a A0 plus B1. Et puis, on applique la porte X. Alors, rappelez-vous, la porte X, c'était du que on peut transformer 0 en 0 ou 0 en 1. Mais ici, on met la condition, on dit que transforme Q1 si et seulement si Q0 est égal à 1. Donc, autrement dit, quand ici Q0 est égal à 0, il ne va rien faire à la sortie. Aïe, 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 c'est intéressant, mais toutefois, je ne sais pas si les gens me suivent ou pas, donc je ne vais pas trop aller dans les détails. Après tout, on peut discuter. Donc, c'est ce que lui, il a fait ici. Pour la porte Q0, on a dit ne transforme pas. Tant que ces 0 ne fait rien, donc il laisse Q1 sortir comme il était au départ. Et ça, c'est un état de porte C-note. Maintenant, deuxième état de porte C-note, ça, on l'a toujours au départ. Maintenant, on vient ici, on l'applique état 1. Quand on applique l'état 1, on met la porte X ici. Maintenant, ici, ce type de C-note, on lui dit qu'il faut agir si et seulement si Q0 égale à 1. Donc, effectivement, Q0, ici, étant égal à 1, si on se suit très bien, ça veut dire que quoi? Ici, avec moins 0, que A est affecté. Alors, A, ce sont des densités de probabilité, d'où celui-ci au carré plus celui-ci au carré doit donner 1. Donc, ici, étant donné que le Q0 est égal à 1, il le prend, il agit maintenant. Et avec ça, il va transformer ce 0-là en 1 et ce 1-là en 0. Donc, ça, c'est ce que la porte X fait. Donc, il y a d'autres portes même qu'on appelle la porte Adama et tout ça, où il y a les racines carrées aussi qui vont intervenir. Donc, ça, c'est le résultat. Ici, c'est 1. Donc, il va agir sur le résultat. Il prend Q0, il prend Q1 maintenant. À la place de 0, il met 1 ici. Et à la place de 1 ici, il met 0. Donc, ça, c'est aussi une porte quantique. Donc, avec tous ces différentes portes-là comme ça, on peut prendre ça et factoriser de très grosses équations, de très grosses formules. Et là, ça fait que les calculs
vont aller beaucoup plus vite. Si ceci-là est déjà programmé et déposé, donc ça va faire que au lieu de faire une simulation en utilisant un ordinateur simple qui va prendre des semaines et des semaines avant de faire, avec tout ceci-là, ça va être beaucoup plus vite. Alors, ici, ici, j'ai mis ceci pour ça, c'est une porte. C'est la porte C-Note que je viens de montrer là. C'est un type de porte C-Note que nous, on a fabriqué ici à l'UTT. Et ça, c'est le JTS. C'est le code que j'ai écrit pour que j'irai informer à la machine de me fabriquer ceci là sur l'échantillon. Donc ça, c'est une porte C-Note. Et celui-ci là, il joue aussi beaucoup sur les épaisseurs dont je veux. Et ici, on travaille avec les photons. Donc ici, on va utiliser les photons pour faire ces types d'informations. Donc ça, c'est la porte C-Note que vous voyez ici comme ça là. C'est elle qui est en cours de fabrication ici comme ça. Ça paraît bizarre, non? Mais c'est simple. Donc, c'est aussi une porte C-Note ici. Mais ici, on a joué sur la probabilité de la génération des photons. Et ça, c'est des beam splitters. J'ai ajouté ça pour essayer de mettre quand même une différence entre une porte C-Note et beam splitter. Donc, ça, j'ai agrandi un peu les beam splitters séparateurs de faisceaux où on injecte de la lumière. Arrivé ici, il y a couplage et puis on peut décider de faire sortir 50% ici, 50% ici, tout en jouant sur la distance, cette distance-là ou de faire sortir 70, 30, tout en jouant aussi sur cette distance-là. Et ici, à l'UTT, nous avions eu à fabriquer ça, à jouer sur les distances. On connaît quelle distance ici on peut mettre pour générer ce qu'on veut. Alors, afin de me rassurer si les gens sont intéressés qu'on se suive, je fais une conclusion partielle et je vais m'arrêter ici en fonction des questions et tout. S'il y a des choses que je peux encore montrer, que les gens veulent que je montre, je peux le montrer. Alors, en général, l'ordinateur quantique ou la programmation quantique, c'est un nouveau domaine de réflexion et qui est très intéressant. Sauf que pour l'instant, nous sommes trop tôt. Non, c'est pas trop tôt, mais nous sommes à l'aube. Voilà, nous sommes à l'aube de cette information, de ce chemin-là. Nous sommes vraiment à l'aube. Il y a vraiment plein de trucs qui doivent être faits là-dessus. Alors, ceci est ce que j'avais programmé pour la présentation et j'espère que les gens ont quand même aimé le discours. Merci et à vous la parole. Thank you very much, Mr. Chao. Merci beaucoup, Monsieur Chao, pour cette belle et claire présentation que tu nous as donnée ce soir. Et voilà, merci beaucoup. Et il y a déjà une première question. On va commencer par Intéressant, ouais. Monsieur Ben Tiché, qui est l'organisateur de la réunion, de nous donner sa question. Merci beaucoup. Ben, Merci beaucoup à Monsieur Chao pour la présentation. Et c'est bien. Moi, j'aime tout ce qui est information, que ce soit classique ou quantique, et dont j'ai bien suivi avec attention, mais j'ai une question, il y a une partie qui est un peu floue pour moi, je ne comprends pas trop. Et les portes logiques classiques sont faites avec des circuits composés de transistors et autres. Et maintenant, les portes logiques quantiques, je ne comprends pas le principe de fonctionnement exactement. Comment est-ce que ces principes et ces portes-là fonctionnent? Comment est-ce qu'ils prennent un état, le transforment en un autre? Est-ce que c'est une interaction entre les différentes particules ou comment ça se passe exactement? Alors, merci beaucoup pour cette question très intéressante. Déjà, je suis très content qu'il y a des gens qui s'intéressent euh, à ça.
Alors, tel que vous avez expliqué, effectivement, j'avais même un slide que j'ai mis, que les portes classiques, ça touche un peu les transistors. Et vous voyez que ici, je n'ai pas parlé des applications, sinon il y a des applications des portes quantiques, etc., que je n'ai pas aussi développées. Alors, les portes logiques quantiques, effectivement, tel que j'avais dit, en mécanique quantique, on joue sur les quatre choses que j'ai citées: l'intrication, les mesures, la superposition et la décohérence que je viens d'expliquer. Donc, vous voyez que euh, pour transformer une information à une autre en porte logique quantique, il faut aussi voir, premièrement, par exemple, la décohérence. Le paramètre le plus important, c'est la décohérence. Parce que si ta particule, il ne vit pas longtemps. Donc, et toi, tu veux le transformer. Tu veux que, OK, lorsque à l'entrée, c'est 0, je mets telle porte. Adama, la porte, non, je n'aime pas expliquer la porte d'Adama, donc je ne vais pas le prendre comme exemple, désolé. Et je prends par exemple la porte X. Et vous voyez que le temps que je veux qu'il agisse est trop élevé au temps de vie de ma particule, ce que je vais perdre l'information. Donc, d'où la nécessité de contrôler la cohérence de la particule. Maintenant, deuxièmement, l'intrication. Il faut déjà que c'est pourquoi on parle de génération de paires de photons. Par exemple, moi, je travaille sur la génération de paires de photons où l'information ou bien l'apparition de un nous donne l'information sur l'autre. Donc, déjà, avec ça maintenant, si par exemple, on retient un, on sait quand même que l'autre existe. Et on sait que en appuyant la décohérence, on sait qu'il va exister à un temps jusqu'à tel temps. Donc, avant ce temps-là, on peut jouer sur lui pour pouvoir modifier l'information qu'on veut ou bien lui dire de faire ce qu'on veut. Et maintenant, à la fin, bon, ça n'intervient pas forcément dans tous les cas, mais il y a aussi des mesures qu'on peut faire pour s'assurer euh, de, du résultat, en fait. Donc, la différence, la grosse différence entre le classique et le quantique, c'est qu'on ne peut pas s'en passer, pardon, de la décohérence, de l'intrication, parfois de la mesure et maintenant de la superposition. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Un peu. Bon, ce que je voulais savoir exactement, c'est par exemple comment on joue sur la superposition, par exemple. Comment est-ce qu'on joue sur ça pour avoir l'état qu'on veut? Et si vous générez vos paires de photons, comment Oui. est-ce que vous transformez le photon d'un état à un autre? Bon, quand vous parlez de l'état de photon, par exemple, vous parlez de quoi plus Bon, précisément? si par exemple vous générez des photons qui sont dans un état zéro, comme vous avez mis dans vos exemples, Oui. et que vous le faites passer par une porte, et c'est cette porte qui va le transformer de l'état zéro à l'état un, par exemple. Oui. Et voilà, c'est comment est-ce que la porte agit sur euh, la particule pour changer son état, ce que j'aimerais savoir. OK. Je comprends mieux la question. D'abord, vous savez que quand on prend un état, je ne sais pas, par exemple, lors de la détection des photons, je ne sais pas, oui, vous avez parlé une fois présenté le truc. Lors de la détection des photons, par exemple, classiquement, je prends classiquement d'abord, pour détecter la présence d'un photon, par exemple, on envoie nos photons générés et puis on essaie de mesurer l'intensité qui est venue. Et lorsque ça arrive à un seuil donné, on se dit qu'il y a probablement génération de photons. Et là, on sait que soit le photon est généré, soit il n'est pas généré. Donc là, on peut maintenant l'appliquer, par exemple, à l'énergie, le volume, à quelque chose, etc., etc. Donc, exactement aussi pour les, les portes quantiques, pour la programmation quantique,
quand on prend un photon, par exemple, je prends un photon signal, je le mets à l'état 0. Alors ici, il faut aussi que j'explique très clairement, quand on parle de l'état 0, cela ne voudrait pas dire que le photon n'est pas n'a pas d'énergie, par exemple, ou bien il est dans un état, je ne sais pas, dans un état faible. Non, parce qu'il y a aussi un domaine que je n'aime pas aborder qui est le Hilbert Space, où là-bas, nous avions les dimensions qui ne sont que des vecteurs, pas X, Y, Z, mais ce sont des vecteurs. Donc, dans ce type de conditions comme ça, lorsqu'on prend l'état 0, il est programmé à une certaine quantité d'énergie, une certaine information d'énergie qu'on lui a donnée. Donc, et on fixe que ça, c'est 0. Et maintenant, quand on prend 1, il est programmé à un autre niveau d'énergie ou d'information donnée. Maintenant, on dit que lorsque tu revois encore ça, il faut laisser passer. Mais si tu vois moins que ça, il faut jouer, il faut changer d'information. Et tout ça, c'est pour augmenter la probabilité de position, de codage d'information. Et ceci-là, il y a un supercalculateur. Bon, j'ai un code que je ne sais pas si normalement, oui, je peux montrer ça. Un supercalculateur qu'on appelle Romeo Arens, où ils ont déjà programmé tout ceci, tout cela gardé, où on a eu même à suivre des formations là-dessus. Donc, en fonction du code, par exemple, pour les trucs de ces notes-là, il y a juste un code. Dans le code, il y a, comment on appelle ça? Par exemple, comme tu tapes square root et le square sort là, et tu peux mettre ce que tu veux là. Dans le code, sur leur supercalculateur Romeo à Reims, quand tu tapes ces notes, c'est un truc déjà programmé, déposé. Donc, quand tu tapes, il sort maintenant, et puis toi, tu mets ce que tu veux que ça se passe. Et là, tu rends le code, et puis il va te faire ton information. Maintenant, je ne sais pas si on s'est compris. Ouais, c'est un peu plus clair maintenant. En attendant, je vais voir si je peux trouver le code. Un exemple de code. Vous voyez mon écran? Oui. Oui. Ça, c'est un exemple de code. Donc, tout ça là, c'est déjà... Bon, on peut lire en attendant. Donc, vous voyez déjà que on dit my program apply x qubit 0, tout ça là. Donc, et puis on dit from tant import program x hc note, etc. Le soit aussi, c'est une autre porte. Donc, tout ça là, c'est déjà programmé et laissé dans le supercalculateur en fait. Donc, maintenant, toi, tu appelles juste la fonction et puis tu joues sur lui avec les 0 et 1, comme j'ai donné exemple dans ma présentation. Maintenant, c'est un peu clair ou pas? Oui, c'est un peu clair maintenant. Oui. Donc, ils ont programmé ça. Ils ont programmé ça. Oui. Merci beaucoup. De rien. Moi, j'ai une petite question là. Oui. Là où tu as affiché le... Bah, Aïcha, avant que tu me poses ta question, je vais poser ma question d'abord. Avant, là où tu avais affiché le beam splitter en grand là, est-ce que tu peux aller là-bas? Tu dois le voir maintenant, à ce que je sache. Ouais, ouais, c'est bon. Oui. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que Mhm. pour savoir, pour savoir de façon contrôlée, pour savoir de façon contrôlée que notre beam splitter là, ça Mhm. va, ça va envoyer la lumière, par exemple, 50% vers le haut, 50% vers le bas, ou bien Mhm. 80% vers le haut, 80% vers le bas. Il faudra tout le temps refaire des calculs pour déterminer la longueur du beam, c'est-à-dire la longueur horizontale du beam et la hauteur, ou bien il y a déjà des relations qui lient la longueur, la hauteur en fonction du pourcentage qui vont sortir du haut et du bas.
Je ne sais pas si ma question était claire. Non, je comprends ta question, oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a déjà des choses qui ont été déjà faites, déposées, qui vont te permettre de savoir que lorsque tu vas designer telle longueur et telle hauteur, tu vas avoir tel pourcentage, ou bien tout le temps, il faudra faire des calculs pour savoir à peu près. Bon, voilà, c'est en résumé, c'est ça ma question. OK, très belle question, très intéressante. Je t'explique. Déjà, quand on parle d'ordinateur quantique, c'est un matériau. On a appris et puis on l'utilise pour faire de l'information. Donc, tu ne peux pas l'envoyer un photon qui ne peut pas supporter. Du coup, tel que j'avais parlé un peu dans ma présentation passée, si tu envoies un photon à une certaine longueur d'onde qui n'est pas adapté à ce qu'on a utilisé, par exemple, moi je connais beaucoup plus les ions praséodymium. Et si on l'a utilisé pour faire un ordinateur quantique et tu l'envoies un photon à une longueur d'onde que lui, il n'arrive pas à supporter, donc automatiquement, tu ne pourras plus rien faire avec. Donc, du coup, pour un type d'ordinateur, de la mémoire de l'ordinateur que tu as, tu sais que tu veux tes photons à telle longueur d'onde beaucoup plus précise ou dans cette gamme de régions. Donc, du coup, à cela maintenant, te revient maintenant de voir quel matériau tu vas utiliser. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, en fonction du matériau, tu vas maintenant calculer les dimensions pour générer les photons qui vont maintenant correspondre à la longueur d'onde voulue. Et maintenant, pour voir avoir 50-50, 80-20 et tout, cela maintenant dépend fortement de pointeur. Cela maintenant dépend de la distance entre ici jusqu'ici. Pourquoi? Parce que un jour, on avait déjà parlé de ça. La lumière ne se propage pas comme une ligne droite comme ça, non. Donc, il y a le couplage entre les deux waveguides comme ça. Donc, Ouais. en fonction de la distance Mhm. entre ici et là, ça va définir combien va sortir en haut et combien va sortir en bas. Donc, en résumé, pour récapituler, il faut que tu saches ton truc que tu veux faire là. C'est qu'est-ce qu'on a utilisé pour faire cette mémoire d'ordinateur. Donc, je veux générer mes photons dans telle longueur d'onde. Et maintenant, je veux que tel pourcent aille ici, tel pourcent aille là-bas. Et tout ceci n'est que le début, normalement, des choses. Par exemple, ici, ce que moi, je suis en train de faire actuellement, ici, moi, je vais même mettre les résonateurs où quand je génère les photons, ils puissent être générés avec un taux de probabilité élevé, un facteur de qualité élevé pour que je n'ai pas de perte. D'abord, avant que ça ne rentre dans le beam splitter ou dans les portes C-Note, où la C-Note va maintenant jouer son rôle jusqu'à la sortie et maintenant, ça va maintenant continuer le chemin. Je ne sais pas si la question est claire, si ce n'est pas clair. Bah, je pense que j'avais déjà eu la réponse à ma question depuis que tu as déjà commencé par parler, parce que tu as plus rentré dans les détails que ce que j'ai demandé. Mais bon, c'est bon, OK, j'ai compris. Ouais, j'ai compris. Merci beaucoup. d'accord. Aïcha, à toi la parole maintenant. Non, ça va, ça concerne même chose, mais ça Ah, va. ok. Je pense qu'il y a, voilà, l'atout à me signaler. Le grand est là aujourd'hui. Oui, bonsoir à tous. Ça, Bonsoir, Vous me recevez, j'espère. 100%. D'accord. Merci déjà pour la présentation. J'ai des questions de compréhension, hein. Premièrement, c'est que quand nous prenons les ordinateurs classiques oui, où nous avons deux espaces qui se basent sur les produits cartésiens, et que quand nous allons dans les états quantiques, nous parlons
des produits tensoriels. Convolution tensorielle, oui. Oui, nous parlons des produits tensoriels. Maintenant, comment vous faites l'analogie classique, quantique, pour déjà respecter déjà les résultats que nous avons en classique? Par exemple, en classique, quand j'ai l'association de plusieurs portes, j'ai un tel résultat. Est-ce qu'avec la fabrication des portes quantiques, on a les résultats que donnent les portes classiques? Et sachant bien que ça se base sur les produits tensoriels, comment ça se fait? Est-ce que tu as une fois assisté à la fabrication ou bien c'est des algorithmes préconçus définis que vous utilisez? Ça, c'est Q1, ça, c'est ça. C'est la Non, en première fait, question, non? Ou bien c'est fini? oui, c'est la première question. Oui. OK. Ma deuxième question, dans la présentation, oui, vous avez parlé des états 0, des états 1. Ouais. Euh, je sais que, je sais pas, peut-être tu as fait l'économie, mais on peut avoir les états à 2 dimensions, à 3 dimensions et consorts. Mhm. Maintenant, quelle est la similarité ou bien l'analogie de ces états à 2 ou 3 dimensions par rapport aux états classiques que nous connaissons? Est-ce que je me suis fait comprendre Oui, oui, là-dessus? oui, parfaitement même. D'accord. Et eux aussi, au niveau de l'indication, quand nous prenons la mesure, on sait que la quatrième loi de la mécanique quantique, si j'ai bonne mémoire, ça dit que quand nous faisons la mesure sur une photon, quand nous faisons la mesure, ça perturbe l'état. Oui. Mais Ça ça détruit même. perturbe l'état du photon. Oui. Maintenant, dans quelle probabilité nous allons nous assurer que cette mesure nous donne véritablement la position, bien l'état du photon en question? Au fait, la mesure même est une perturbation. Oui. Comment s'en passer de cette perturbation et comme avec les ordinateurs ou bien les portes quantiques? Perturbation dans l'état de superposition ou bien du système. Bon, que ce soit du système ou bien dans l'état de superposition. Bon, on ne va pas rentrer dans le système parce que dans le système autre, c'est autre chose, quoi. Oui. OK, Initié, merci oui. beaucoup. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Merci beaucoup pour ces questions. Aïe, 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 intéressantes. La première question, l'analogie classique et quantique. Ça, tel que j'avais expliqué dans l'introduction, pour l'instant, il n'y a pas un parfait ordinateur quantique. Mais on essaie comment on se rassure des résultats qu'on a. On prend une expression, même quand j'avais expliqué, c'est un peu rigolo, mais c'est ça. On fait la factorisation de 3 fois 15, par exemple, avec un ordinateur classique. Et après, avec les portes et tout ça, on essaie de faire avec, bon, entre griffes, un ordinateur quantique et voir si nous allons obtenir le même résultat. Donc, avec ça, maintenant, on se rassure de l'évolution des choses. Et tel que je vous ai dit, par exemple, quand on prend des inégalités de Bell, c'est clair qu'on s'est aperçu qu'il y a des variables cachées derrière les choses. Donc, du coup, on a du mal en général à s'adapter aux résultats. Maintenant, moi, à mon niveau et ce que moi je fais, moi je génère premièrement les photons, je génère les sources de photons qu'on va utiliser ça pour faire de l'information quantique. Et il y a une structure spécialisée au Canada qui font la caractérisation quantique. Caractérisation quantique sous-entend que quoi? On va déjà même se rassurer si ce que nous avions fabriqué, est-ce qu'on a les photons qu'on peut les utiliser pour faire de l'information quantique? Maintenant, c'est après ça, on va utiliser ces photons-là pour maintenant appliquer à l'ordinateur quantique. Et moi, je ne suis pas, genre,
je n'interviens pas à ce niveau donné. Je n'interviens pas, par exemple, dans la fabrication d'un ordinateur quantique. Maintenant, qu'est-ce que moi je fais ou qu'est-ce que moi je connais? Vous avez donné la réponse quand vous étiez en train de poser la question. Nous, maintenant, on utilise les codes tels que je vous ai montré un code. Ça, c'est un grand calculateur. Ça, bon, c'est vraiment grand qui est à Reims où tout est déjà fait pour vérifier quelques petits trucs. Si on était déjà à un niveau où on arrive déjà à vérifier la relation directe entre quantique et classique sans aucun souci, je pense que, je pense que les ordinateurs quantiques allaient être déjà prêts sur le marché. Donc ça, c'est la réponse à ma première question. Après tout, vous me direz si vous êtes satisfait ou pas. Maintenant, deuxième question, vous parlez de l'analogie de 2 ou 3 dimensions. Excellente question. Et c'est ce que j'ai dit ici, que je ne suis pas rentré dans un domaine qu'on appelle le Hilbert Space, où là-bas, on ne parle pas. Bon, je vais expliquer d'une façon pour que même ceux qui ne sont pas dans le quantique puissent comprendre. Quand on prend le classique où on prend un repère, on trace X, Y, Z, terminé. On met des valeurs 1, 2, 3 en allant. Ça, c'est classique. Maintenant, le Hilbert Space, lui, le repère ou bien l'axe des X, il n'est pas seulement 1, 2, 3, mais c'est un vecteur. Donc, déjà, c'est en ce dimension-là, ici, votre question parle de 2 ou 3 dimensions, mais déjà dans ce espace, dans ce Hilbert Space-là, on a même une infinité de dimensions. Donc, c'est ce qui fait qu'on peut avoir le contrôle de toutes les informations normalement. Donc, ça, c'est un peu l'analogie entre le classique et le quantique en termes de dimensions. Maintenant, pour la troisième question où vous parlez de probabilité de quand on fait une mesure, comment se rassurer que, bon, quelle est la probabilité qu'on peut avoir et puis savoir que, ah, OK, bon, ça, nous avions atteint ce que nous voulons. Je vous ai posé une question, vous parlez de soit superposition, soit système. Là, je reviens expliquer un slide. Quand on a l'état de superposition parle de l'état de doute. On a un doute. Maintenant, quand tu mesures, c'est-à-dire que ici, par exemple, tu ne sais pas si le chat est vivant ou mort. Quand tu mesures, cela voudrait dire que tu as ouvert la porte pour voir s'il est vivant ou mort. Donc, tu as détruit la superposition. Après mesure, la superposition est détruite. Donc, quand on parle de vérifier de l'information, c'est que après, il n'y a pas le chemin inverse. Tu ne peux pas dire que tu avais le doute si le chat était vivant ou mort. Maintenant, après que tu viens d'ouvrir, tu vois que le chat est mort. Maintenant, tu refermes la porte. Tu dis que oui. Bon, maintenant, on reste toujours dans l'état où on ne sait pas s'il est mort ou vivant. Genre, c'est un peu impossible. Donc, la mesure détruit la superposition. Donc, tout ce qu'on fait, c'est que quand on met 2, 3, 4, 5 cas possibles, vous m'excusez, je suis un peu long sur le truc. Bon, je vais m'arrêter sur la troisième phrase. Quand on met 2, 3, 4, 5 cas possibles et on mesure un cas, on a détruit l'information, on suppose le reste des autres cas et puis c'est fini. Donc, en gros, la mesure détruit la superposition et même parfois de tout le système. Merci. Merci beaucoup pour les explications. Ce que je peux comprendre, peut-être à votre niveau, vous ne participez pas à l'élaboration des circuits logiques Non, pour faire l'analogie entre classique et quantique. Non. Sinon, non. la première Oui. question, tu as essayé de donner des bribes de réponse. Oui. Ils sont, bon, plus ou moins satisfaisants. Et également, oui. La deuxième question, Oui. la deuxième question où j'ai posé Oui, on parle de sur produits tensoriels. oui, les produits tensoriels. Quand Oui. quand tu as présenté la porte C-Note, Oui. et
tu vois que si nous avons, peut-être que tu vas nous préciser dans la porte C-Note, Ouais, là où on ici. transforme C-Note gate. Ah, Là, oui, oui, c'est bon. oui, ici, Ouais. là où j'ai appliqué le truc. Là où il transforme le quête 0 en quête 1, ou bien le quête 1 en quête 0. Ici, si nous avons, c'est que un monoqubit, quoi, un qubit single, parce que comme étant donné que c'est des produits tensoriels où nous avons des quêtes 0, des quêtes 1, quand nous avons, si c'est un système à 2 dimensions, par exemple, ça ne va pas nous donner ce résultat, quoi. Ça va nous donner soit 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou bien 1, 1. En fait, c'est ce que je voudrais Ah, dire. Oui, oui. En fait, c'est ça, parce que déjà à votre niveau, pour faire l'analogie classique et quantique, c'est-à-dire que ce que j'ai compris, c'est que il prépare des matériaux déjà, soit des matériaux monodimensionnels, puisque ça doit être des matériaux à deuxième dimension, en fait. exactement, 2 puissance 0. À deuxième dimension. Donc, ici, dans votre cas, ici, soit vous faites tourner seulement les quêtes, les quêtes 0, 1 ici. Je ne sais pas, peut-être Oui, quand vous allez avancer. vous avez vu que je n'ai même pas parlé de la porte Adama, où on a 1 sur racine de 2. Oui, Parce que oui, j'ai je vu ne sais ça. pas si les gens vont me comprendre ou pas. C'est ça. C'est pourquoi je mets, par exemple, les bases. C'est pourquoi je dis si OK. les gens sont intéressés et tout, parce qu'il y a une infinité de portes. Donc ici, ça, j'ai juste mis les trucs. Je n'ai pas parlé de porte Adama et autres, où déjà, quand on dit à quelqu'un de représenter 1 sur racine de 2, même d'une façon très classique, il peut savoir où déjà il se trouve déjà. Je ne sais pas si on se comprend. OK, c'est bon. Oui, oui. D'accord. En fait, c'est pour dire que ici, dans ce système, si notre gate, par exemple, vous êtes à une seule dimension, en fait. Oui, une C'est ça dimension qui fait simple. transformer une dimension simple. Donc, c'est Oui, ça qui permet de transformer les 0 en 1 et les 1 en 0. oui. Maintenant, quand on serait à 2 dimensions, quand c'est un produit tensoriel, ça va donner autre chose, quoi. Donc, c'est Oui. il fallait préciser ça, en fait. OK, je comprends. Oui, 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 oui. après même la superposition, même, elle n'est pas vérifiée dans tous les cas aussi. Je vois de quoi vous parlez. Nous avions fait une démonstration même par calcul comme ça, on voit que la superposition n'est pas vérifiée dans tous les cas, justement à cause du produit de convolution de 2 systèmes. Mais D'accord. entre griffes, si je parle de ça, est-ce que nous tous, on va se comprendre? Faut pas qu'on se décourage. C'est ça. D'accord. Oui. D'accord. OK, une dernière question. Est-ce que, Oui, bon, ça me plaît toi, tu bien. n'es pas Oui. dans le développement, est-ce Tu dis? que quand nous prenons un ordinateur, on sait les composantes, tout. Maintenant, au fait, il y a des algorithmes ou bien il y a de la mathématique derrière, quoi. Maintenant, quand nous prenons l'ordinateur quantique, où c'est des puces ou bien des matériaux pour envoyer des photons et consorts, est-ce qu'il y a ces calculs derrière ou bien on fait de l'expérimentation, on constate, on observe, on revient? Ah là là. Pour répondre à cette question, et Oui. honnêtement, moi, Ah, je n'ai jamais travaillé en interaction avec les, comment on dit, l'application, disons. C'est vrai OK. que on travaille en collaboration avec le Canada et Ottawa, mais tel que je dis, moi, je travaille sur la génération de photons et après, il faut, déjà même, c'est vraiment compliqué de fabriquer et générer des photons avec peu de pertes. D'accord. Donc, ce sont eux maintenant qui s'en chargent de l'application, de ce qu'il y a derrière ça et tout ça. Donc, mais ici, nous, ce qui nous fatigue ici, c'est que déjà même le matériau. Par exemple, on commande le wafer de nitrure de silicium, il vient, je fabrique, on envoie. Suffit seulement que ce lot-là finit et on apporte un autre lot. Lors de la fabrication, il y a beaucoup de choses qui vont encore changer. Et du coup, il y a plein de choses qu'il faut encore revoir. Parce que les Oui. fournisseurs, c'est différent. Vous-même, vous savez, en nano, quand pour un échantillon où on veut nitrure de silicium de 500 nanomètres, quelqu'un, lui, va mettre 900,
490 nanomètres et il dit que, bon, plus ou moins 25 comme ça. Et puis il met, et puis il vend. Et ça joue beaucoup sur la génération des photons. Donc, c'est à ce niveau-là que nous sommes. Mais nous travaillons en collaboration avec les codes déjà préétablis à Reims sur le D'accord. supercalculateur pour D'accord. essayer d'anticiper les futurs résultats. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. C'est de voir si vous connaissez ça, comme ça nous aussi, nous allons fabriquer notre première, ou bien, notre première machine quantique made Quantique. in Togo. Donc, merci beaucoup. Merci. Exactement. Intéressant. Et il va diriger le projet. Oui, oui. Bah, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Aujourd'hui, Dame ne pose pas de questions, hein, ou bien il est en stand-by. Il y a Barcelone qui joue match. Donc, Ah, Dame, vas-y. Il a faim, il a faim. Dame, vas-y. Ok, merci beaucoup, Chao, pour ta présentation. Et j'ai une question qui va conduire à une autre question. Je voulais te demander quels sont les détecteurs que vous utilisez pour pouvoir détecter les photons que vous générez. bonne question. Moi, je fais la caractérisation classique, telle que je vous ai dit. Ah ouais, j'ai oublié de prendre le truc là. Il y a un enseignant ici, il s'appelle Benoît Roger. Il y a CNRS qui nous a fourni un détecteur où, tel que j'avais expliqué, on a fait, bon, c'est lui, il a fait le code avec Arduino, où on envoie de l'information et le détecteur détecte, et puis il met l'information 0101 et puis on a codé le nom de notre laboratoire L2N. Et ça, ce n'était pas dans le cadre de, par exemple, de moi, ce que je travaillais, mais bon, vu que je devrais représenter le laboratoire pour présenter ça, c'est ça. Moi, je fais la caractérisation classique. Après que je finis de fabriquer, j'injecte de la lumière pour voir si je peux avoir le couplage. Donc, lorsque j'arrive à avoir le couplage, je calcule pour voir les pertes. Lorsque les pertes ne si les pertes sont élevées, je jette l'échantillon à la poubelle. Mais si les pertes sont faibles et tout, là, on envoie ça au Canada et ce sont eux maintenant qui font la caractérisation quantique. Là, lui, il envoie le photon, il envoie la lumière et puis avec leur type de détecteur, ils vont maintenant arriver à voir que oui, on a tel photon à telle longueur d'onde et à telle longueur d'onde. Moi, je ne fais pas la caractérisation quantique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ok, et par rapport à la caractérisation classique que tu fais, bon, Oui. qu'est-ce que tu mets dans caractérisation classique? Est-ce que tu peux donner quelques détails? Tu n'avais pas suivi ma première présentation ou quoi? Ok. Caractérisation classique. Une fois que j'ai... Je vais te montrer quand même. Voilà. Par exemple, celui-ci comme ça, que vous voyez, en haut là, ce sont des waveguides, guide d'onde. Ça, c'est un truc très simple. Je prends, j'ai un laser autour de 851 nanomètres. D'accord? Je mets le laser là à l'entrée du guide d'onde ici, sur l'échantillon qui est très petit. C'est bon? Et maintenant, je mets ma fibre de sortie ici comme ça. Si j'arrive à avoir, et maintenant la fibre là rentre, si la lumière passe dans la guide d'onde, venir rentrer dans ma fibre, bon, ça c'est un kind de détecteur, c'est un détecteur autour de 10 kHz comme ça, bon. Lui, il détecte juste la puissance de l'information de laser qu'il a, quoi. Donc, si j'arrive à avoir le couplage, donc je me dis que ma guide d'onde là, elle a été bien fabriquée. Pourquoi? Parce que si par exemple, au milieu ici là, j'ai eu un problème de stitching par exemple, ou bien quelque chose s'est passé, il y avait lors de la lithographie, il y a le laser qui était beaucoup plus exposé là, et là-bas est grillé. Par exemple, ici est grillé, je ne vais rien avoir à la sortie. Donc, ça veut dire que cette ligne-là,
elle est gâtée comme ça. Donc ça, c'est comme ça que je caractérise classiquement. Donc, je ne sais pas si je vais avoir... Ok, tu as répondu parfaitement à ma question. En fait, moi, je voulais juste savoir, bon, vu que tu as dit que tu ne fais pas la caractérisation quantique, moi, je voulais juste savoir dans quelle gamme de longueur d'onde la détection se fait et quel est l'impact de temps de réaction. Parce que les matériaux qu'on utilise pour faire la détection, il y a leur temps de réponse. Et je voulais juste savoir quel est l'impact de temps de réponse sur l'information quantique qu'on arrive à coder. Vu que, Quantique, qu'on oui. appelle-t-on, lorsque l'information n'est pas récupérée à temps, on perd l'information. C'est pour cela que j'ai posé la question. Après, moi, ce que je fais, je travaille sur la source. Donc, il faut d'abord arriver à générer ton photon, tel que j'ai dit là. Maintenant, utiliser ce photon-là pour l'en faire de l'information. Donc, ici, tu vois, je ne sais pas si tu vois mon écran. Donc, c'est ici, par exemple, l'exemple de la caractérisation que je fais. Donc, ça, c'est sa caractérisation classique. J'envoie de la lumière bleue. Là où tu vois, j'ai mis FSR là, ça, c'est pour les résonances que j'avais mis. J'ai des pics de résonance et tout. Donc, je calcule le facteur de qualité. Donc, ça, c'est ce que je fais classiquement. Donc, ici, on ne peut pas dire que oui, on voit un photon, on voit deux photons, non. Mais en fonction du niveau de ce que la facteur de qualité là, on arrive maintenant à savoir que l'échantillon est bon, donc il faut que d'autres se lancent pour le caractériser quantiquement. C'est bon, Monsieur Damon? Ah oui, c'est bon. Oui, Et la dernière question, c'est oui. est-ce que tu peux retourner sur tes slides? Je n'ai pas retenu le... Les slides que j'ai présentés, Ouais, ouais. Parce que je pense que ce n'était pas numéroté, mais bon. laquelle conseille-toi? J'ai numéroté mes slides. Où? Non, descends, descends. Encore. Ici? Voilà. Ouais, intéressant, ouais. Et je pense que la première personne a posé la question par rapport, comment appelle-t-on, comment est-ce que c'est fait de ces euh, portes Oui, quantiques. oui. Au fait, bon, selon ce que moi j'ai compris de sa question, il a demandé les portes classiques, logiques classiques, sont faites Mhm, à base des transistors et tout ça là. Est-ce que mhm. ce sont les mêmes transistors qu'on utilise au niveau du canton et juste qu'on code avec qu'on appelle-t-on, les photons qu'on génère ou c'est comment? C'est ce que moi j'ai compris de sa question, mais si ce n'est pas le cas, est-ce que tu peux un peu expliquer? Ça, pour encore répondre à cette question, si je te dis que oui, ce sont les mêmes transistors, c'est que j'ai menti. Il n'y a pas plus gros menteur que moi. Je ne sais pas si on peut prendre un transistor, le coder comme ça ou pas. Mais ce que j'ai expliqué et que nous travaillons avec, c'est que sur le grand supercalculateur Romeo Arens, c'est fait, par exemple, porte X comme ça. Tu vois, j'avais montré le code. Et quand tu le prends, tac, tu mets dans ton code, lui, il s'attend juste à faire son travail. Genre, c'est comme une fonction en fait. Voilà, c'est comme une fonction dans un code. Quand tu appelles la fonction X, lui, il vient pour qu'il fasse le travail que tu lui as dit. Donc, nous savions le faire avec code numériquement. Mais dans la pratique, non, je ne sais pas. Et c'est ce que je me disais que si déjà on savait déjà qu'il y a un transistor qu'on peut faire et ce transistor, il est appelé par exemple transistor X, c'est-à-dire qu'il va agir comme euh, euh, le X dans un ordinateur quantique. Je pense que on aurait déjà eu un ordinateur quantique. Mais attention, une chose aussi est de savoir, déjà un transistor, je ne sais pas, du fait de sa taille aussi, il y a beaucoup de choses qui vont jouer. Mais vu que je n'ai pas fait ça,
je doute fort de mentir, quoi. En science, on ne ment pas. Soit tu connais, soit tu ne connais pas. Donc, moi, je sais, dans le code, j'appelle la fonction X, il vient et puis je lui commande, il fait ce que je veux. Et j'avais même montré un des codes de Quantique. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ah ouais, parfait. Ouais. Et bon, il y a une question, mais on va causer de ça en privé. Je vais poser la question, mais vu que c'est jusqu'à 0 heure, moi, je voulais juste Mon savoir, ami, conseille-toi, hein. Oui, vas-y. je voulais juste savoir, Mhm. cela veut dire que jusqu'à présent, tu n'as pas fait la caractérisation quantique. Et tu ne sais Mais pas, est-ce que tu as, je le ferai, mais actuellement, je ne l'ai pas encore fait. ok, Mhm. dans les simulations que tu as fait, j'aimerais savoir comment est-ce que tu tiens compte de la dispersion chromatique et dispersion du matériau, vu que, vu que cette dispersion va agir sur la longueur d'onde de génération des photons. Mhm. OK. Je vais t'expliquer. Là, moi, en simulation, qu'est-ce que je fais? Je pense que j'ai une slide lors de... Celui-ci là ne va pas. Et Je c'est vais pas. effectivement sur slide de, comment appelle-t-on, Beam Splitter que tu as présenté, je pense. Oui, mais je vais expliquer. Par exemple, moi, comment je fais mes simulations? Déjà, tel que j'avais expliqué, quand on perd un matériau, je le coupe, je mesure son indice de réfraction en fonction de la longueur d'onde. On est d'accord? Je prends ces données-là, je mets ça dans Numerical et je dispose mes dimensions que je veux et maintenant je l'envoie de la lumière. Et maintenant, il est affecté, les propriétés intrinsèques du matériau. L'indice, on a euh, le N qui varie en fonction de la longueur d'onde. Maintenant, après que je l'envoie de la lumière, qui n'est rien d'autre que la résolution des équations de Maxwell, quand je finis de faire ça, maintenant, je vois qu'il est affecté. Maintenant, lorsque je prends, et on l'appelle le N effectif. Maintenant, quand je prends ces N effectifs-là, j'utilise maintenant la formule de dispersion qui a été déjà, que quelqu'un a déjà travaillé sur ça. Ce n'est pas moi, je l'ai fait. Où on a moins C sur lambda dérivé seconde de N, mon N effectif là. Je ne sais pas si on se comprend. Et c'est comme ça, moi, je considère ma dispersion. Et maintenant, en fonction de ma pompe que j'ai, j'essaie de voir comment est-ce que la lumière va se propager dans mon matériau. Et en fonction de ça, je verrai si est-ce qu'avec ma pompe-là, je vais pouvoir arriver à avoir les photons que je veux ou pas. Et ça, c'est l'exemple ici sur ce slide. Je n'ai pas arrêté l'écran, oui, vous voyez. C'est l'exemple sur ce slide ici. Donc, j'ai ma dispersion calculée. Et tout ça, je le fais avec le code Python, MATLAB et j'utilise aussi Numerical. Moi, j'utilise tout, hein. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Namo. Ah ouais, ouais, c'est bien. OK. Merci Ok. beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pour ceux qui étaient arrivés au dernier moment, voilà. Bon, les heures de présentation, ça commence de façon générale à 10h00, à 22h00, quoi. Donc, voilà, pour ne pas rater beaucoup de choses qui sont très intéressantes, tâchez d'être un tout petit peu à l'heure pour que, voilà, vous ne ratez pas les choses très importantes, surtout le début de la présentation et tout. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît?